21h à Yaoundé, c'est un grand plaisir que je retrouve le peuple d'Afrique pour cette saga 2026 de votre tribune panafricaine Ouro Africa. Ouro Africa, vous savez, nous mettons en lumière les problèmes du continent africain. Nous faisons de la projection, nous faisons de la perspective, nous faisons de l'analyse, justement pour être au cœur de nos réalités africaines. Ouro Africa, ce soir, prend un détour qui nous amène du côté de Washington et du côté de Caracas. On parle là du Venezuela, on parle là des États-Unis, avec surtout ce point d'ancrage qui nous amène à nous interroger sur ce que vaut véritablement un chef d'État, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, vu que le président Maduro a quasiment été déporté justement de son pays pour les États-Unis. On va essayer de savoir pourquoi ce silence au niveau de la communauté internationale, pourquoi justement on a l'impression que ce ne sera pas le seul cas. Est-ce que cet exemple peut se transposer sur le continent africain, d'autant plus que les récriminations contre les chefs d'État africains sont nombreuses. Ce sera à l'introduction de ce plateau de Ouro Africa. On ira aussi justement du côté du plein cœur du continent. On va parler de l'Afrique. Est-ce qu'elle peut se développer sans sa culture? Puisque nous avons sur ce plateau des éminences églises, des questions culturelles africaines. On va prendre la culture africaine sur tous les angles pour essayer justement de savoir s'il y a capacité ou alors possibilité de développement sur le continent africain sans culture, ou alors la culture est l'élément essentiel sur lequel il faut véritablement s'appuyer lorsqu'on veut parler du développement sur le continent africain. Une fois que je l'ai dit, je vais prendre ma voix la plus chaleureuse pour souhaiter à tous les téléspectateurs fidèles de Info TV et accessoirement de Ouro Africa une bonne année 2026. Rassurez-vous, nous serons ensemble toujours pour porter la voix de l'Afrique. Je prends la transition et je reviens tout de suite après. Retour sur le plateau de Ouro Africa, l'équipe répond quasiment présente au grand complet. Nous sommes, et justement ce soir, on aura le privilège d'avoir l'effectif au complet, comme je l'ai dit, mais surtout une surprise, puisque nous allons beaucoup évoquer les questions culturelles africaines. Nous allons beaucoup parler du développement avec la culture africaine. Mais pour l'instant, je m'en vais porter à votre connaissance le panel quasiment habituel qui nous accompagne ce soir. Je commence avec vous, Jean de Dieu Evouna. Jean de Dieu Evouna, un acteur éminent de la société civile au Cameroun. Nous le disons, bonne année Jean de Dieu, et surtout bienvenue sur le plateau. Bonne année M. Mbarga, bonne année à toute la galaxie de Ouro Africa, à toute la grande maison, au grand temple médiatico-politique et médiatico-culturel Info TV, qui fait des grandes avancées. Bonne année au PDG, bonne année à tous les millions de téléspectateurs de cette grande maison.
Merci Jean de Dieu, docteur Jean Moïsembo. Vous faites quasiment partie des meubles, mais permettez-moi de vous dire bonne année puisque c'est la première sortie de Ouro Africa Formule 2026. Merci Stéphane, on a fait la dernière. Donc, la première, c'est également un honneur que nous prenons avec beaucoup de reconnaissance et de gratitude. Gratitude envers le PDG naturellement de la structure, envers toutes les équipes techniques qui se rassurent toujours de nous mettre dans de bonnes conditions de travail. On a un studio New Look avec, bref, la touche du PDG se voit tout de suite. Permettez-moi donc de saluer les Lions Indomptables qui font un travail excellent, qui ont réussi quand même à mettre, j'ai envie de dire comme ça, mais je vais exagérer, le remaniement en berne. C'est-à-dire que la fierté qu'ils nous donnent, on a vu les journaux ont plus parlé de M. Pagou, son équipe, Samuel Eto'o, que de l'autre sujet. Nous sommes très contents de ce qui se passe du côté du Maroc et nous leur envoyons comme ça des zones positives, beaucoup d'encouragement. Merci pour l'invitation et bonne année à tous ceux qui nous suivent de l'Afrique, en Afrique et dans le monde entier. Merci Jean-Moïse Mbok, c'est une autre saga qui commence aujourd'hui. Ouro Africa, c'est quasiment un référentiel sur le continent africain. Patrice Bikoro, votre présence est toujours très attendue. Bonsoir, bonne année. Bonsoir surtout aux nombreux Africains qui nous regardent. Depuis près de 20 ans aujourd'hui, le monde bouge. Il était temps que l'Afrique bouge aussi. Afrique, mamelle nourricière du monde, malgré le fait que les gens ont contrarié l'histoire du monde, au point même de réduire le continent africain sa plus simple expression dans les maps. Alors que l'Afrique, pratiquement, c'est 5 fois certains continents, mais quand vous regardez la map du monde, vous rendez à l'évidence qu'ils l'ont réduit à sa plus simple expression. Le véritable problème, c'est que l'Afrique recèle en elle ce qu'on appelle la mélanine. Tout le monde peut changer de peau, et tout le monde part au niveau de la peau noire, parce que la peau noire est plus résistante. Quand vous voyez qu'ils ont traversé pendant la période de la déportation de l'esclavage du commerce triangulaire, ils faisaient 6 mois dans les cales de bateaux. Mais ils sont arrivés quand même aux Amériques, ils ont pu construire la plus grande puissance monétaire, économique du monde, qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Et l'actualité que vous avez mise sur le terrain démontre à souhait que parce que le monde bouge, le monde spirituel a 2 faces, la face cachée et la face qui est dans la lumière. Et c'est un cycle généralement de 50 ans. Il est depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui, les autres se battent pour ne pas sortir du cycle de la lumière, pendant que l'Afrique, en se réveillant, va aller vers le cycle de la lumière. Merci Patrice Bikoro, c'est toujours un plaisir. Vous êtes quasiment un enseignant de vous suivre dans vos déroulés sur justement l'histoire du monde et l'histoire de l'Afrique. Nous avons aussi ce soir sur le plateau de Ouro Africa l'honneur de recevoir justement une dame qui porte l'Afrique dans ses gènes, une dame qui porte la voix, une voix particulière puisqu'elle parle au nom des Ekambeseux. Il y a America, j'espère que je ne me trompe pas sur la prononciation, c'est ce grand mouvement, ce grand regroupement des Ekans du côté des États-Unis qui véritablement aussi de façon singulière va faire parler de lui cette année 2026. Madame Gertrude Elanga, vous êtes sur Ouro Africa, c'est la terre africaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un honneur pour moi de faire partie de ce plateau. Et voilà, l'ambiance est belle. Je pense qu'on passera de bons moments. Ici, j'étais de Langa, comme vous avez dit. Donc, voilà. Pour ceux qui sont du côté de Lubumbashi, c'est un RDC. Pour ceux qui sont du côté de Boaké, c'est en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont du côté de Ouagadougou, c'est au Burkina Faso. Et Kambese, ça veut dire quoi? Et Kambese et America. Voilà, disons que l'expression Ekambese et America vient d'une volonté des enfants Ekan, résidant aux États-Unis, du moins aux États-Unis et en Amérique du Nord, et qui ont résolu de se mettre ensemble pour essayer de promouvoir, de se soutenir, de promouvoir leur culture et leur identité, affirmer leur identité. Donc, nous avons pensé à trouver un nom pour ce regroupement-là. C'est-à-dire tous les Ekans. Tous les Ekans, voilà. Donc, on voulait quelque chose
culturel de sa rassembleur. Voilà. Merci, Madame Gertrude Elanga. Votre avis, votre ressenti sur justement le premier sujet nous sera important. Vous qui débarquez fraîchement des États-Unis. Timothée Somba, vous aussi, vous êtes parmi nous. Comment vous présentez, directeur de publication connu, reconnu et même consacré désormais sur l'espace médiatique camerounais. Bonne année, chers frères, et surtout bienvenue sur le plateau New Look de Info TV et accessoirement de Ouro Africa. Bonne année Stéphane Barga, bonne année à tous nos millions de téléspectateurs, bonne année à Madame Gertrude Elanga. Mon bonheur est heureux d'être associé à cette Vespera inaugurale de Ouro Africa pour le compte du cycle 2026. Je n'ai pas les mots pour adresser ma gratitude à vous, au top management d'Info TV, qui ne ménage aucun effort pour faire briller son panel. Je suis particulièrement content ce soir. Je ne vais pas vous dire pourquoi à l'antenne, mais je suis très content ce soir de savoir que ce que nous venons faire ici chaque lundi ne tombe pas dans les oreilles de sourds, ne finit pas en... Il y a une expression française qui parle de en eau de boudin. Ou alors à volo. À volo. Nous venons travailler de façon naïve, de façon innocente. Mais lorsque vous traversez la ville et que vous rencontrez des hautes personnalités qui vous félicitent pour ce que vous faites, vous vous dites, mais Seigneur, la responsabilité est plus énorme encore. La responsabilité est plus énorme encore. Mais l'honneur est tout aussi grand. Et cet honneur, nous le devons à une structure qui s'appelle Info TV. C'est le lieu pour moi de dire à toutes ces autorités qui m'ont félicité depuis un bon bout, ne me félicitez pas moi, mais permettez à la presse camerounaise de s'émanciper davantage en lui donnant les moyens. Le Cameroun regorge d'énormes talents dans tous les secteurs d'activité qui ne demandent qu'une petite chose. A little bit of light. Mettez de la lumière pour faire éclore les talents camerounais. Merci Timothée Somba. C'est vrai qu'en ce début d'année, c'est un plaidoyer auquel nous apportons tout notre poids, auquel nous joignons notre voix. Il faut véritablement qu'en 2026, la presse au Cameroun de façon globale et même le groupe La Météo de façon particulière soit accompagné pour que justement ces talents que M. Somba évoque sur ce plateau puissent rayonner, puisque lorsque nous parlons ici sur Ouro Africa, nous touchons le monde. On a pu s'apercevoir de l'impact de Ouro Africa au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Guinée et même ailleurs, puisque nous parlons au monde et nous parlons de l'Afrique surtout. Et lorsque je l'ai dit, nous allons tout de suite prendre la première halte en compagnie de notre réalisation. Nous allons nous interroger sur ce que valent les chefs d'État sur le continent, avant qu'on ne parle de culture un peu plus tard. Alors, je commence par vous, Jean de Dieu Vouna, très rapidement. Est-ce que les chefs d'État sont toujours considérés, on va parler là de l'Amérique latine, avec le cas Maduro, et sur le continent africain, avec bien d'autres cas, le cas libyen, Kadhafi, qui a été comme ça embarqué et tout. Est-ce que vous pensez que le monde, tel qu'il s'en va aujourd'hui, il va vers une dépréciation du label chef d'État? Que vaut un chef d'État africain ou américain aujourd'hui pour ces grandes puissances occidentales qui positionnent qui elle veut, quand elle veut? Ma réponse serait plutôt que voir un empire en déclin face à un nouveau monde qui sort et qui émerge des profondeurs de, comme le doyen Bikoro a parlé de la spiritualité, qui émerge des profondeurs de la spiritualité. Que vaut un monde dépassé, un empire dépassé, je parle là de l'empire occidental, qui a à sa tête les États-Unis. Je voudrais dire tout simplement que ce qui s'est passé en Amérique du Sud, au Venezuela, est un signe du déclin d'un empire. C'est une... Arracher un président à sa population. À sa population. Et l'Afrique l'a vécu il y a pratiquement 15 ans, en 2011.
C'est pour dire que nous avons saigné. Il me souvient lorsque je regardais à la télé comment le président ivoirien a été arraché avec la première dame qui était... On tenait les cheveux, on tirait les cheveux. J'ai commencé à pleurer. J'ai eu l'impression ce jour-là que nous sommes finis, que l'Afrique est finie. Je crois que c'est le même sentiment que les Sud-Américains ressentent aujourd'hui, que ce soit en Colombie, Cuba, Brésil. Ils ont l'impression qu'ils sont réduits à des animaux. Et c'est ce sentiment que j'ai eu en 2011, lorsque le président Gbagbo a été humilié, l'Afrique a été humiliée. La question était, que valent nos chefs d'État? Mais c'était une action qui symbolisait et qui prouvait que la puissance coloniale qui contrôlait et qui prétendait contrôler les 14 États était en déclin. Le résultat, 15 ans après, moins de 15 ans après, nous avons un bloc qu'on appelle l'AES. Ils ne s'imaginaient pas qu'en traînant dans la boue, en humiliant un chef d'État, les peuples d'Afrique allaient se révolter et allaient prendre conscience, plus jamais ça. Et ce que nous vivons aujourd'hui est une erreur stratégique de la part des États-Unis. Il faut le dire avec emphase, il faut le dire de manière forte, que c'est une erreur, c'est un signe de faiblesse. C'est la même chose que la France a fait en Côte d'Ivoire. C'était un signe de faiblesse. Ils croyaient qu'ils étaient forts, mais ils ne savaient pas que quelques années après, un discours allait sortir de quelque part. Les peuples allaient commencer à parler fort, à dire nous ne pouvons plus supporter. Et des États allaient se désolidariser. Et aujourd'hui, on a un bloc fédéral qui, aujourd'hui, se définit comme une force de souveraineté. Et c'est ce qui va se passer en Amérique du Sud. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est plus grave. En Côte d'Ivoire, on a mis quelqu'un d'autre, le système s'était écroulé. Mais ce que nous constatons à Caracas, c'est que le système chaviste est resté debout. Vous avez l'impression? Oui, on a, écoutez, puisque aujourd'hui, la présidente a pris les rênes du pays et a donné des discours. Le discours qui vient de l'autre côté, c'est si elle ne fait pas ce qu'on dit, elle va payer plus que l'autre. Ça veut dire que en face, il y a une résistance. En face, il y a une attente qui n'est pas celle qu'on s'y attendait. Il y a une réponse à laquelle l'homme ne s'y attendait pas. C'est-à-dire, on s'attendait que dès qu'on va retirer le commandant en chef, le système va s'écrouler comme un château de cartes et immédiatement, on va aller puiser le pétrole. Mais aujourd'hui, nous pouvons le dire que c'est l'enterrement du droit international. Merci. C'est l'enterrement de l'ONU et c'est démembrement comme l'UA et autres, il faut le dire, parce que si nous vivons au 21e siècle ce genre d'action, ça veut dire que le droit international n'existe plus. Chaque État trouvera des moyens de s'auto-définir et de se protéger avec des alliances de défense commune. On vous a compris. Merci Jean-Dieu Evuna pour cette première saillie sur cette situation. On prend l'avis de Mme Elanga. Vous qui êtes aux États-Unis, vous qui justement observez le monde à partir des États-Unis, est-ce que vous avez l'impression, lorsque de façon commune, de façon normale, lorsqu'on évoque les chefs d'État africains, par exemple, du côté des États-Unis, est-ce que vous y sentez du respect? Est-ce qu'on respecte les chefs d'État africains? Est-ce qu'on les considère au même titre que ceux d'Europe ou bien ceux d'Asie? Ou alors on pense que c'est des gens qu'on peut débarquer, comme c'est le cas en Amérique latine, au Venezuela, sans qu'il n'y ait la moindre secousse internationale? Comment est-ce qu'ils sont perçus, nos pays, de ce côté? Oui, disons que de manière générale, on n'a pas besoin d'avoir un background en politique pour constater que c'est juste pas normal. Oui. C'est un mépris. Vous voyez, l'impérialisme, comme j'ai vu le titre là, c'est aussi ça, hein? C'est ça, c'est la domination, mais c'est pas normal, parce que il faut quand même une certaine souveraineté qu'on devrait conférer à chaque gouvernement. Et
Voilà, c'est une humiliation, je pourrais dire, parce qu'un chef de l'État qu'on débarque de cette façon, et imaginez le peuple. C'est vrai que l'histoire se répète, hein. Oui. L'histoire se répète. On a déjà vu ça ailleurs, comme mon frère le disait tout à l'heure. En Côte d'Ivoire, on a vu le président Gbagbo. C'est pas des scènes agréables. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui devrait se faire. Elles sont révélatrices de quoi ces scènes-là où un État vient embarquer quasiment un autre responsable d'un État? Ça veut dire que c'est de la domination, ça veut dire c'est de l'assujettissement, ça veut dire que c'est la loi du plus fort. Qu'est-ce que, pour vous, cette façon de faire révèle à l'échelon international? Vous savez, le gouvernement actuel, c'est, comme il dit, America First. Oui. America First, et ceci englobe tout un ensemble d'idées et de pratiques qui ne sont pas toujours agréables. Vous savez, chacun doit protéger son gouvernement. Donc, je ne pourrais pas, de manière directe, condamner l'action, bien qu'elle ne soit pas humaine. Elle n'est pas digne parce qu'il faut respecter. C'est vrai que le gouvernement américain, le président Trump a avancé un certain nombre de griefs contre l'État du Venezuela, trafic de drogue, trafic d'armes et tout. Et dans la mesure de protéger son territoire, je ne pourrais pas dire que c'est une bonne action. On pourrait utiliser d'autres méthodes moins humiliantes que celle-là. Merci, Madame Elanga, on comprend la réserve qui est la vôtre. Patrick Mikoro, vous n'avez pas de réserve, vous êtes un vous connaissez comment ce système international, le cas Gbagbo, le cas Kadhafi, vous étiez au cœur de l'histoire. Alors, aujourd'hui que l'histoire se répète, parce que vous dites souvent elle bégaye, mais on a l'impression que pour le cas Maduro, elle se répète un peu, quasiment déportée comme ça, conduit du côté de la Floride, où il sera certainement jugé coupable, de New York, où il sera jugé coupable des faits qui lui sont reprochés. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, on est dans un flagrant délit de violation du droit international? C'est là que se trouve la petite bête, justement. Je vous ai dit, et je vous le répète chaque jour ici, qu'on ne juge pas son pays, on ne juge pas son chef d'État sur la base des critères édictés par les autres. Les critères qui ont été édictés après la guerre de 39-45, ce sont les critères pour sauver l'Occident. Et les collègues du docteur Borg ont passé le temps à les valoriser, à les promouvoir. Nous sommes en train de faire le débat sur quelque chose que les gens ils ont mis en place pour ne pas mourir. Il n'y a pas d'affaires internationales, il n'y a rien dedans. Je vous ai dit que les Occidentaux, Dieu les a punis parce qu'ils les ont mis dans une terre où il n'y a rien. L'esclavage, la déportation, le commerce triangulaire, ce n'était pas des faits anodins. C'est des stratégies mises en place pour que l'Occident ne meure pas. Si vous prenez cette strate-là, vous comprendrez tout le reste. Parce que je vous ai dit, ils ont créé des organisations internationales, la Banque mondiale, le FMI, ça s'appelle la BERD. Banque internationale pour la reconstruction et le développement. S'étant autodétruits entre eux. Ils ont donc mis en place un système qui permet qu'ils ne se détruisent plus entre eux. Mais ils avaient oublié que les hybridations des gens qu'ils ont conquis évoluent au fur et à mesure de mensonges cohérents. Parce qu'après ce que vous voyez là, vous n'avez pas été attentif. Monsieur de très regretté mémoire, Muammar Kadhafi, a posé cette problématique qui était simple. Si on a décidé que le monde doit vivre en paix, pour que le monde vive en paix, il faut que chacun passe au robinet. Il ne faut pas que quelqu'un aille puiser de l'eau pour vous. Il a pris un truc tellement simple. Il a remarqué que toutes les organisations internationales, non seulement elles sont dirigées par les Occidentaux, mais en plus, les endroits où on doit malaxer l'économie, c'est dans leur pays. Toutes les organisations internationales ont des sièges uniquement dans les pays occidentaux. Oui. Allez vérifier. Qu'est-ce qu'un siège d'une organisation internationale? C'est l'endroit où les gens qui ont le plus de facilité à dépenser se retrouvent chaque année pour dépenser. Ils dépensent pour qui? Pour l'économie locale. Il avait dit si le monde doit être cohérent, si on doit continuer à dire que les chefs d'État ne gouvernent pas bien leur pays, essayons de faire l'Assemblée régionale
l'Assemblée mondiale des Nations Unies tournante. De 45 jusqu'à aujourd'hui, on aurait déjà fait au moins 90 pays. Les chefs d'État ne se déplacent pas avec les gens qui mangent le euro de 250 francs. C'est des gens qui rentrent dans un hôtel de 10 millions de dollars par jour, et ainsi de suite, et tout et tout. On aurait réglé un problème de famine, un problème de paix, un problème de sécurité. Ils ont mis en place des mécanismes qui sont subliminaux. Et le mécanisme qui nous concerne aujourd'hui, c'est la monnaie. Je salue les collègues de Dr Mbok et de mon petit frère qui nous bassinent les oreilles ici que le franc CFA peut aider les gens, va le mettre dans le truc et tout et tout. Quand est-ce qu'un pays peut s'occuper de votre monnaie et vous barre quelque chose? Bien. Le problème principal ici, c'est le pétrodollar. Je ne sais pas, midi à 14. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous racontez là. Vous connaissez Dominique Strauss-Kahn? Oui, j'étais déchu des fonds monétaires. Il n'a pas été déchu, il a mal lu la lettre. Parce qu'à ce moment précis, l'économie mondiale a changé. Ce sont les pays asiatiques qui ont le moteur de l'économie qu'on appelle la consommation. Et qui ont la chance d'avoir le communisme comme mode de règlement de leur pays. Dominique Strauss-Kahn est donc, parce qu'ils sont partagés, l'un à la Banque mondiale, l'autre au FMI. On ne peut pas m'expliquer que si en 1945, on peut comprendre que les États, entre guillemets, n'étaient pas encore entrés dans le concert des nations. Mais en 2025, quoi qu'on dise, M. Mbok porte le costume, il ne le portait pas avant. Ça veut dire que moi, je le prends comme référentiel, je vous expliquerai ça à la fin de cette émission. C'est parce que justement, nous sommes restés dans une bulle mensongère où on vous disait, nous sommes tous ensemble, mais le type qui tient la voiture, le chauffeur, doit être l'Occident. Vous voyagerez comme vous voulez, comme c'est bon. Mais entre-temps, la Chine s'est éveillée. C'est ça. La Russie était encore entre eux. Et les chiffres sont importants, je vous ai parlé de 50. 50 ans, 50 ans. Vous allez comprendre que le schisme entre les Occidentaux a eu lieu en 90, calculé, ça fait 50 ans. C'est spirituel. C'est eux-mêmes qui ont décidé qu'ils se comment dire, non, ils se font encore la guerre entre eux. Ils ont donc enlevé un des complices qui s'appelle la Russie. Et le complice, la Russie allait faire complicité avec le nouveau complice qu'on appelle la Chine. On ne peut plus donc comprendre, et nous sommes éveillés, que le dollar et l'or, le pétrole et l'or, qui sont des monnaies d'échange qu'on fait vieux, ce qu'on appelle le SWIFT, ne peuvent plus être des monnaies d'échange aujourd'hui. Et si le discours de Kadhafi se met en place, sans qu'on ait fait un effort, la boule va se tourner. Ouais. Ça fait donc que les Américains ne seront plus les maîtres du monde. À ce niveau, Patriarche, merci d'avoir planté le décor. Mais vu d'Afrique, est-ce que le message qui est envoyé aux pays d'Amérique latine, où l'on peut enlever un président, comme c'est le cas avec le président Maduro aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un message aussi pour les chefs d'État africains, une façon de leur dire, même vous, on peut vous couler tous les motifs qu'on veut, on peut estimer que vous avez trop duré. On l'a déjà fait. Ne nous plaît pas. Je vous dis d'être attentif. C'est les paiements qui sont en train d'être de tout sautement. La preuve que vous en parlez sans avoir peur. Vous ne pouviez pas le dire en 90. C'est ça. Ouais. Vous ne pouvez pas. Ouais. Vous en parlez sans avoir peur. Parce que justement, vous pouvez rester comme M. Paul Biya pendant la période Covid. 2 ans sans aller en Europe. Il paraît qu'il est encore vivant et qu'il a été élu président de la République. Il ne peut plus avoir le même comportement que quand il allait en Europe pour aller faire 2 ans là-bas. Les choses changent. Mais ce qui change, c'est le subconscient des émergences des peuples qui ont été mis en berne par la colonisation. Oui. C'est ça qui change. Moi, je préfère que vous considériez ça comme des frilosités. Parce que si vous prenez 176 000 missiles pour abattre une mouche qui s'appelle Kadhafi. Si vous avez été à l'école, vous constatez que c'est Kadhafi qui est fort. Maintenant, qu'est-ce qui manque à l'appel? C'est votre prise de conscience. Ouais. C'est ça qu'il faut interroger. Vous n'avez pas remarqué que M. Sékou Touré, à l'époque où on ne pouvait pas le faire, l'a fait. Peut-être qu'ils ne l'ont pas assassiné, mais ils ont assassiné le peuple guinéen de Conakry. En détruisant toutes les usines, en coupant tout ce qui avait été fait parce qu'ils savaient qu'ils vont revenir. Que la Guinée-Conakry n'est pas revenue, du moins jusqu'à la Sala Conté. Elle n'est pas revenue. La bonne question pour vous les Africains, c'est de savoir quelle est la différence entre ceux qui ont dit oui et ceux qui ont dit non. Même niveau. Alors si vous constatez donc que vous pouvez être vivant sans avoir été martyrisé,
et que vous êtes au même niveau que celui qui a été martyrisé, parce que lui, il a refusé qu'on le mette sous les teignoirs, vous devez suivre plutôt la deuxième personne. Merci. Donc moi, je ne m'inquiète pas pour ce qui arrive. Je constate seulement que nous devons en être conscients. Comme je vous ai dit avec le tirailleur sénégalais, qui était dans l'alphabet du monde, qui allait voir comment le blanc pleure, le blanc puis le blanc mange, et tout ça là, alors qu'on nous disait que c'était le petit cousin de Dieu. Quand il est là, il a dit, je suis sûr que ce qu'on vous a dit n'est pas bon. Nous avons eu les ANC, les FN, tout ça là. Le problème, c'est que le monde évolue. Il faut plutôt prier Dieu. Que dans notre prise de conscience collective, et nous en parlerons tout à l'heure avec les écarts, et Américains, qu'on sache qu'on ne doit pas se comporter comme les Américains. Parce que nous partageons des centaines d'années d'histoire. Nous avons pu vivre ensemble, personne n'a fait disparaître l'autre. Il faut donc une voie médiane qui permet une meilleure compréhension des autres. Et cette voie, c'est ce que vous faites ici à Ourou. Merci. Avoir la communication africaine Ouais. pour les Africains et par les Africains. Parce que nous avons passé le temps à faire une communication occidentale pour aider les Occidentaux, mais en utilisant les Africains. Voilà le défi que nous avons aujourd'hui. Merci, Patriarche Bikoro. Jean-Moïse Mbok, je pose la question, puisque les téléspectateurs sont plus ou moins inquiets. Est-ce que les motifs qui sont accolés aujourd'hui au président Maduro ne sont pas les mêmes qu'on peut accoler à un président en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest? Vous dire trafic de drogue, trafic d'armes, hostilité envers les États-Unis et bien d'autres motifs, de façon à ce qu'on envoie la Delta Force vous embarquer comme Maduro. Mais écoutez, à l'observation de ce qui se passe et à côté de ce qui a déjà été dit ici sur ce plateau, moi je pense qu'il faut qu'on sorte de la naïveté. Naïveté dans les relations internationales, naïveté dans la question de la diplomatie qui est en fait un leurre. Ouais. Parce que la logique des blocs n'est jamais partie. Elle est même en train de revenir de plus belle. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Tout à l'heure, Mme Elanga a parlé de Make America Great Again. Ce n'est pas le slogan de Donald Trump. Je rappelle d'abord que ce n'est pas son programme. Kissinger l'a dit. C'est le programme de Kissinger qui, à cette époque-là, avait obligé l'Arabie Saoudite à signer des accords, utiliser le dollar. Donc, la logique des blocs, elle est restée. Elle a fait pratiquement 50 ans, comme le dernier le disait, dans une sorte d'hypocrisie. Oui. On est sournois, on vous embarque dans une affaire d'institution internationale, on les dirige, mais on vous donne un ou deux postes qui vous donnent l'impression que vous avez une certaine valeur. Les très hauts fonctionnaires africains, les très grands diplomates africains, au fond, vous ne décidez de rien. Vous ne pouvez rien faire. La question qui taraude notre réflexion de ce soir, c'est... Pour vos chefs d'État, j'arrive à ce niveau. En Amérique, j'arrive à ce niveau. Ou en Afrique. Alors, j'arrive à ce niveau. On commence et il faut rappeler la logique des blocs. La logique des blocs, nous avons été, pour certains États, naïfs, et la naïveté a amené à signer des contrats qui se retournent contre, par exemple, le Venezuela aujourd'hui. Parce que, souvenez-vous que dans la logique du pétrodollar, les États-Unis ont financé l'industrie pétrolière du Venezuela. C'est eux qui mettent la base. Donc, quand ils voient que c'est la Chine qui en bénéficie aujourd'hui, ouais, et que les transactions sont faites en yuan... Il y a 2 semaines, un gros contrat a été signé. Voilà, en yuan. Alors, qu'on ait la preuve qu'il s'est financé ou pas, c'est un autre débat. Mais Donald Trump le dit avec force, ce sont les Américains qui ont financé cette industrie. Donc, aujourd'hui, on va dans une approche relationnelle et illusoire des relations normales et d'égales entre États, c'est l'illusion. On va s'indigner de ce qui se passe. Mais à la vérité, la logique des blocs n'a jamais changé. Et aujourd'hui, le bloc qui est le plus en danger, c'est le bloc dirigé par les États-Unis d'Amérique. Parce que les BRICS sont beaucoup plus flexibles dans leur dynamique d'occupation du terrain. Quand vous avez le Brésil, qui lui s'est pratiquement émancipé des États-Unis, parce que les deals sont respectés, mais de manière paritaire. Les pays comme le Venezuela, c'était tout aux Américains, et on se retirait progressivement. Qui gérait les questions de pétrole jusqu'à hier aux États-Unis, au Venezuela? C'est une entreprise américaine qui gérait le pétrole vénézuélien. Mais qu'on se retrouve donc dans un deal qui a déjà été signé, à rentrer dans un autre deal, sans aller de manière stratégique, on se met en difficulté et en problème. Tout ce qu'on peut ressortir comme
observation des uns et des autres de ce qui se passe là-bas doit nous renseigner aujourd'hui sur notre relation avec les autres. Docteur Mbok, oui. Amérique et Afrique, que vaut un chef d'État? Très bien. Amérique et Afrique, vous avez suivi aujourd'hui le colonel Badjek a fait un voice dans notre groupe. À qui nous saluons. Voilà. Et il rappelait fort à propos que la Chine, la Russie, que nous adoubons aujourd'hui, restent des forces prédatrices qui doivent être contrôlées de manière responsable. Parce que les contrats que nous signons aujourd'hui avec eux, regardez simplement en Tanzanie, ils ont bloqué l'aéroport. Les Chinois qui ont investi en Tanzanie par rapport à l'aéroport, ils ont décidé de contrôler l'aéroport, un peu comme on a voulu faire le port ici. Mais c'est des concessions qu'il faut vérifier de manière responsable. Tout ce que je veux dire, c'est que on peut s'indigner, on peut parfaitement ne pas être d'accord, c'est violent, c'est brutal, c'est mauvais. Il aurait pu le faire autrement, avec une élégance d'un coup d'État ou d'un montage d'une milice. Donald Trump vous montre que la logique des blocs est restée et il veut être le bloc le plus inquiétant, le plus intimidant, parce qu'il monte un cran au-dessus de ce que la Russie fait. La Russie qui contrôle le bloc des BRICS veut montrer que nous, on ne s'amuse pas avec nous et attaque l'Ukraine pour vous montrer qu'on est prêt à aller loin. Donc Donald Trump veut être au-dessus de la logique des BRICS pour dire nous, on peut aller plus loin. Alors si on le fait au Venezuela et qu'on a bombardé le Nigeria il y a 2 semaines, ça veut dire que en Afrique, les contrats que vous avez signés, les conventions que vous avez signées, regardez-les encore très bien. Parce qu'ils peuvent les utiliser comme prétexte, comme élément pour vous attaquer. Je sors en disant simplement que c'est là qu'en Afrique, on doit avoir une logique de protection de nos leaders, de protection de nos chefs d'État. Parce que ce n'est pas les autres qui donnent la valeur à nos chefs. C'est nous qui donnons la valeur à nos chefs. Et ça impliquera donc de manière indirecte une bonne relation entre nos leaders et les peuples d'Afrique. Parce que c'est eux aussi qui créent la rupture. Et dit qu'il faudrait que les chefs d'État africains prennent conscience que l'environnement international leur est hostile. Voilà. Il faut avoir la force du peuple derrière. Effectivement. Donc c'est pour ça que je disais que Maduro a été capturé, il n'y a même pas eu la moindre résistance. Il y a même la fête là-bas. C'est pour ça que je dis que Stéphane, je sors en disant que il ne faut pas que nos chefs d'État laissent la rupture, où il y a rupture s'installer, mais qu'ils continuent à être proches des populations. Parce que c'est elle leur protection. C'est ça leur protection. Merci. Merci Jean-Maurice Mbok. Timothée Somba, c'est une actualité assez malheureuse, mais qui nous rappelle justement la violence du monde dans lequel nous vivons, cette actualité qui nous vient du Venezuela, mais qui nous sert de prétexte et de parallèle pour l'interrogation qui est la nôtre ce soir. Que vaut un chef d'État lorsque l'on sait justement que Maduro n'a jamais été en odeur de sainteté avec son homologue américain Donald Trump? Il a toujours été ce côté maoïste, ce côté chaviste, ce côté léniniste, communiste, puisque il est bolivarien. C'est une idéologie qui justement est en rupture avec le capitalisme triomphant. Aujourd'hui, les États-Unis estiment que les récents accords avec la Chine, qui ne datent que de 2 semaines, sont en capacité d'ébranler leur superpuissance dans l'Amérique latine, puisque ce n'est même pas uniquement le Venezuela qui est visé. C'est un message qui est envoyé. Que vaut un chef d'État africain face à, justement, à l'appétit occidental? Ce n'est pas seulement un chef d'État africain. Tout chef d'État ne vaut qu'au gré de ce que son État vaut. Je suis obligé de mobiliser là en relation internationale la théorie réaliste. Quels sont les critères de puissance d'un État? Les critères géophysiques, territoire, population, ressources naturelles, les critères économiques, PIB, balance commerciale, crédibilité au niveau de l'endettement, le critère politique, puissance des institutions, transparence, et in fine, le critère militaire. La puissance. Mais vous avez oublié ces critères réalistes qui existent et qui dirigent le monde avant la naissance de Jésus-Christ. Pour vous laisser embarquer dans la fiction juridique que l'on appelle la souveraineté, l'égalité entre les États. Le monde n'est pas égalitaire. Depuis l'histoire de l'humanité nous rappelle que les plus forts contrôlent le monde.
On vous embarque dans une histoire de démocratiser vos États, de privatiser vos institutions, mais vous ne pensez pas au nucléaire. Vous ne pensez pas aux drones. Aujourd'hui, la guerre, c'est les drones. Technologie. Aujourd'hui, la guerre, c'est le nucléaire. Mais lorsqu'en Afrique, le président Paul Biya au Cameroun a pensé à un programme spatial, ça a fait rire beaucoup de personnes. Parce que c'est un programme factice. Le programme spatial est un programme factice. Nous dépensons près de 40 milliards par an auprès des institutions françaises qui nous permettent d'avoir accès aux satellites. Mais nous avons chassé Starlink ici, d'Elon Musk. Or, il venait nous alléger les dépenses parce que lui ne nous coûte que 11 milliards par an. Regardez le gap entre 40 et 11 milliards. Mais nous l'avons chassé au profit d'Orange et de MTN, qui en réalité sont tous quasiment français. On va parler à Ouro Africa jusqu'à quand? Pour que nos leaders comprennent quels sont les enjeux. Quand vous dépensez 50 milliards chaque 5 ans pour organiser les élections, alors que vous devez vous lancer tout au moins dans le nucléaire civil. Quand tous vos enfants qui commencent à fabriquer les avions automatiques, vous les envoyez fabriquer les drones pour la Finlande, pour la Russie et pour la Chine. Un chef d'État ne vaut qu'en fonction de ce que son pays vaut. Maduro est tombé aujourd'hui parce que le Venezuela, grand contrôleur du pétrole, ne vaut rien du point de vue réaliste. L'Europe nous vend les valeurs, mais achète chez nous, n'achète même pas, mais nous vole la puissance. Voilà, voilà le problème aujourd'hui. À ce niveau, si Maduro, une tutu personne accompagné de son Venezuela chéri ne vaut rien, mais que valent ses amis? Maduro n'était pas seul. Il vient de signer un contrat avec la Chine, la Russie et tous les autres. Personne n'a dit mot lorsque Maduro a été enlevé. Personne ne peut dire mot parce que l'éviction, arrestation, humiliation, déportation de Maduro ne va pas entamer les contrats. Le contrat signé entre le Venezuela madourien et la Chine va juste changer de co-contractant. Ce sera désormais un contrat entre la Chine et Donald Trump. Voilà. Le perdant, c'est Maduro. Et il a dit, c'est vrai. Le perdant, c'est Maduro. Maintenant, il faut que les Africains comprennent que l'émasculation de nos valeurs, on en parle dans un moment, n'est pas la solution. La solution, c'est la quête de la puissance. Le chief Ndele qui voyait le Cameroun s'étendre jusqu'au Mali avait vu juste. Pour que l'Afrique chasse l'impérialiste, il faut que les Africains deviennent impérialistes. Quand vous regardez l'équipe de France, qui a 11 noirs titulaires, qui gagne la Coupe du Monde, mais qu'aucun de ces noirs n'a une villa en Afrique, c'est un problème. Les gars n'ont pas compris l'intelligence économique mondiale. Allez en mercenaire, en tirailleur sénégalais et revenez nous livrer les secrets des autres. C'est ce que la Corée du Sud a fait avec la marque Hyundai. Il signe un partenariat avec le groupe BMG qui fabrique la Mercedes, la BMW et autres, qui leur octroie des bourses. Mais en sous-cap, le gouvernement coréen dit à tous ses boursiers qu'une fois que vous avez pris la retraite à 55 ans, vous rentrez en Corée du Sud, nous créez une marque. Il y a aussi une volonté politique qu'il faut associer. C'est ça dont je parle. Vous créez une marque. Lorsque vous maîtrisez l'automobile, lorsque vous roulez dans une Mercedes, vous rendez compte que la voiture sur le marché la plus proche des Allemands, c'est la Hyundai. Le standard de la Mercedes. Voilà. Maintenant, tout se joue donc au niveau de la méthode. Maduro a opté pour la spectacularisation événementielle. Que veut les États-Unis, il harangue les foules, non. Tout se joue dans la malice. Tout se joue dans la malice. Je connais un chef d'État africain, dont vous allez me permettre de taire le nom, qui, lorsqu'il faut causer des vrais sujets géopolitiques mondiaux, ne reçoit pas les gens en audience, devant les caméras, mais qui s'envole souvent sous d'autres cieux, rencontrer les gens dans des audiences informelles pour traiter des vraies questions. Parce que nous devons être conscients d'une chose. On est dans le business.
Et le business ne s'accommode pas des états d'âme. Il faut que... Et du bavardage. Que les chefs d'État africains qui passent le temps à haranguer les foules cessent de le faire. Mais qu'ils travaillent avec la presse pour éduquer les masses. C'est ça. Merci. Nous sommes des bavardeurs. Permettez-moi le néologisme. Donnez-nous les moyens de bavarder pour donner les informations aux masses. Mais vous, faites le travail. Donald Trump n'a aucun problème personnel contre Nicolas Maduro. C'est ça. Mais il s'agit de sauver. Stratégie. Donald Trump a agi en instinct de suivi. Parce que qu'est-ce qui se joue? C'est la dédollarisation du monde qui se joue. Il ne pouvait pas laisser Maduro. Lorsque vous contrôlez 20% du pétrole mondial et que vous décidez de vendre tout ce pétrole en yuan, vous tuez le dollar. Et vous voulez que Donald Trump vous regarde? Merci. La question du franc CFA revient donc. Les chefs d'État africains, j'ai vu un chiffre tout à l'heure qui m'a fait froid dans le dos. Le budget du Cameroun, c'est 8 000 milliards en 2026. Est-ce que vous savez que tous les pays de la CEMAC, excepté le Maroc, aucun des pays de la CEMAC qui gonflent tous les jours, qui font des bruits sur les réseaux sociaux, n'a un budget de 3 000 milliards. Faites donc bloc. Je sors par là. Faites donc bloc derrière celui qui est fort. C'est ça. Devenez fort en CEMAC derrière le Cameroun. Mais c'est vous qui expulsez les gens de chez vous tous les jours. Et vous croyez que quand Donald Trump va venir, vous allez vous défendre comment? Merci. À 1 minute. Oui, justement. Moi, je parle justement, Timothée a exposé, il s'agit de la géo-autonomisation des blocs. Les grands blocs doivent se former. Il faut former en termes de puissance, pas seulement en termes de business. Il est d'abord question de se surarmer et de créer des blocs. Est-ce que le gap n'est pas trop fort? Comment est-ce que les Africains peuvent se surarmer de façon à regarder les États-Unis dans les yeux? Oui, écoutez, je vais vous dire une chose. La poudre à canon ne peut pas écoutez, mais c'est en Occident je vous donne qu'on fabrique les meilleurs armes à l'heure. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Si le Niger avait chassé Bazoum et resté seul, la France serait entrée au Niger et l'a crappé. Si le Goïta était resté seul, la France par l'Algérie serait entrée et a crappé Goïta. Mais simplement parce que ces trois généraux militaires se sont mis ensemble, je vais vous dire une chose. L'opération qui s'est passée au Bénévila ne peut pas entrer au Sahel. Vous savez pourquoi? Laissez comme dire. Je vous pose là une stratégie de puissance. C'est-à-dire qu'un tout petit peuple, trois pays se sont mis ensemble. Si la CEMAC crée une armée, c'est-à-dire, et Timothée vient de parler de 3 000 milliards sur le plan budgétaire, mais maintenant crée une armée de 6 pays d'autodéfense, c'est-à-dire de défense mutuelle. Une alliance de défense mutuelle. Je peux vous dire une chose, personne ne viendra chercher un chef d'État en Afrique centrale comme cela s'est passé. C'est parce que le Venezuela a d'abord des petits problèmes avec la Colombie ils ont toujours des pics entre Lula et le Venezuela et ils sont le Brésil et l'Équateur et ils sont un peu divisés comme ici en Afrique. Il s'agit maintenant de l'autodétermination des blocs. Sur le plan militaire, c'est la première sécurité pour protéger un chef d'État. Un État ne pourra protéger son chef d'État, son président, si nous restons dans cette division. Jean-Maurice Mbok. Alors, moi, le doyen va sortir. Moi, je vais justement, on est vraiment dans une dynamique qu'il faut entretenir et Timothée Somba a bien planté le décor. Il est question aujourd'hui d'aller graduellement avec la dynamique et la puissance de l'Afrique. C'est la question économique. Il faut que nos gouvernements rentre dans une dynamique d'économie, produit. Parce qu'on a un objectif. Quand on commence à produire du textile, vêtements et ustensiles, on monte et puis on peut arriver à la maîtrise des armes. C'est un processus. Il a parlé de la Corée tout à l'heure. Les autres pays, c'était volontaire, c'était pensé, c'était voulu. Il faut une dynamique communautaire. Et à partir de là, on s'allie à ceux qui sont déjà avancés dans l'armement comme l'Égypte. C'est le premier en Afrique. Il faut savoir faire de bonnes alliances. De l'autre côté, il a parlé de la malice. Il faut savoir
de malice dans les relations avec les autres. Il y a des adversaires qu'on ne combat pas. Les États-Unis aujourd'hui, vous n'allez pas frontalement contre eux. S'il y a des conventions, s'il y a des contrats, vous respectez ça, mais en sortant graduellement, comme le président qui l'a cité tout à l'heure. Donc l'Afrique... Qu'il a fait tel ou non? L'Afrique aujourd'hui a toutes ses chances et doit saisir les opportunités des blocs qui se créent déjà à l'extérieur et qui se contre-choquent à l'extérieur encore pour travailler à se solidifier, à se densifier et se faire désirer comme la belle femme qu'elle est. À ce moment-là, il faut donc qu'elle se parle de ses atouts d'entente, de cohésion, de pouvoir créer, dégager naturellement un leader en CEMAC, en termes, et Timothée l'a dit, en termes de budget. Le Cameroun sort du lot. Il faut, avec toute humilité, que les autres chefs d'État de la CEMAC comprennent bien que ce n'est pas une affaire de rivalité, c'est une affaire de bloc pour avancer ensemble. Donc, mettons-nous ensemble, travaillons ensemble, de manière à ce que les faux problèmes qu'il disait ne reviennent pas en Afrique. On n'a pas besoin d'être en conflit avec la Guinée, avec le Gabon ou avec le Sénégal. On n'a pas besoin de ça. Ouais, Miko. Moi, j'ai l'impression que vous créez un problème dans un problème. Comment ça, Mathias? Pourquoi vous ne dites pas qu'il faut chasser les religions que les Occidentaux nous ont amenées? Est-ce que c'est les religions? Ça, c'est un deuxième sujet. C'est les religions. Je vous pose une question. On revient chef d'État. Les peuples africains ne sont peuples que de nom. C'est la philosophie qui règne dans l'éducation. Non, c'est pour ça que dit les histoires que vous racontez, l'économie, machin. Vous êtes en train de pêcher dans un aquarium. Je vous dis, vous pêchez plus que l'économie et l'économie des Occidentaux. On est perdu. Vous ne pouvez pas mettre en perte et profit 2000 ans d'esclavage, de colonisation, de déportation. On est très fort. La Corée dont vous faites allusion, c'est le parler. Le président la parle chaque 5 secondes pour éveiller les consciences. Mais nous parlons ici. Non, quelqu'un a dit ici qu'il ne faut pas parler. Vous n'allez pas diriger un peuple qui n'est pas au courant de votre vision. Non, on parle. Parce que les gens qui ont réussi... Ça dépend de ce qu'on dit, doyen. S'il vous plaît. Le romantisme, les gens qui ont réussi en Afrique pas. ne sont pas venus avec les armes d'abord. Ils ont bassiné les subconscients. Ouais. Je prends la région que je connais le mieux. Les coups qui fait la Nivakine et tout ça là, on leur a dit que c'est des histoires de diable. Il y a même un de vos compatriotes au Cameroun qui a dit qu'il y a les bons diables. Bon, Casser d'abord, non, c'est important. Vous parlez à des gens à qui on a bassiné le subconscient avec des valeurs qui ne sont pas les leurs. C'est là que se trouve le combat. Le combat ne se trouve pas ailleurs. Quand vous allez en Chine, il n'y a pas besoin de soir, TikTok, le bassinage, ça n'a pas existé, ils ont créé leurs propres valeurs et ils se battent pour que ces valeurs soient maintenues parce qu'on parle à des gens qui veulent un élément de langage. Si Gbagbo est ressorti 10 ans après dans la honte des Occidentaux, c'est parce qu'on bavardait. On bavardait. La première libération, c'est de casser la peur. Aucune arme au monde ne peut tuer un homme déterminé. Parce qu'il y a même des bons morts. Même dans les religions, ils ont créé des bons morts. Les saints. Alors pourquoi quand il s'agit maintenant de faire une astuce, quand on dit Bolivar, ça devient une guerre de civilisation. Oui. Idéologique. Vous ne pouvez pas mettre ça à perte et profit. Les gens sont allés s'installer là-bas. Ils ont eu des présidents français, des présidents dans leur propre pays. Et le seul jour où les autochtones disent qu'on peut aussi participer. Nous les revenus, pourquoi? Parce que son peuple est un peu plus fort. Vous savez que nous avons les mêmes problèmes. On a vu dans un sachet de yaourt la bombe atomique en Irak. Quand ils arrivent à Afghanistan, qu'est-ce qu'ils fracassent? Les trucs de Confucius. Vous perdez le combat. Allez acheter toutes les armes que vous voulez. Si l'enfant veut manger ce qu'on appelle le truc burger, des trucs comme les hamburgers, il ira manger les hamburgers. Cassez le lien avec les hamburgers. Quand il aura fait, il va manger au Kojak. Nous sommes dans une guerre civilisationnelle. La chance que nous avons, c'est qu'ils ont créé des mensonges cohérents dans leurs relations avec nous. C'est eux qui vous disent que vos chefs d'État ne vous rendent pas heureux. Dites-leur donc en nous remettant notre monnaie, voyons si le chef d'État ne va pas nous rendre heureux. Ce que Bolivar
Chavez et autres, ont mis dans le subconscient des gens où on allait arrêter un président, ne sortira plus jamais. Oui, je dis c'est pas. Ça ne sortira plus jamais de Ça leur va pas tête. tomber. Ce qui se passe à l'AES ne sortira plus jamais de leur tête. Ils sont plutôt surpris que vous créez des choses que les autres aiment entendre. Il faut travailler dans le subconscient des Africains, des gens du monde. Parce que même les gens qui nous conquièrent, ils ont aussi des problèmes. Ils veulent percevoir en nous des ouvertures pour des corrélations civilisationnelles. Ils ont fait des choses, nous avons fait des choses, mais il faut maintenant chercher des voies idoines qui permettent à ceux des autres. Si moi j'avais été à la place de Maduro, j'aurais, parce que ce qu'on lui repose, c'est simplement de vendre son pétrole dans une monnaie qui est une monnaie convertible. J'aurais continué doucement, en douceur, à continuer à vendre mon pétrole avec le dollar, mais en créant quelque chose qui fait que demain, les populations se rendent compte que ce changement a permis que la messe qu'on leur dit d'une identité, on en parlera tout à l'heure, est une messe qui est bonne. Merci, doyen. Merci. On prend quelques réactions. On va privilégier celles qui nous viennent hors du continent. On parle là du continent Cameroun. On commence donc par le Gabon. Bonsoir, M. Stéphane Barga. Moi, j'ai réagi depuis le Gabon en qualité de Camerounais résident pour ma part. Je pense qu'aujourd'hui, le continent africain est un maillon faible sur le plan intellectuel et sur le plan spirituel. Scientifique, car les rapports de force, c'est l'égalité des peuples. M. Barga, je voudrais dire au doyen François Bikolo que les États-Unis restent le fil conducteur de l'humanité en termes de savoir capitaliste. C'est M. Bana Sylvestre qu'il a mis capitaliste. Depuis le Gabon qui réagit. Ce sont les meilleurs ingénieurs des États-Unis. Bonsoir à vous. Ils ont Bon, je m'appelle encore Barga. L'actualité mondiale est très alarmante, notamment la capture du président du Venezuela. Ce qui mérite vraiment, c'est de voir les raisonnements de certaines personnalités publiques, d'où la question, c'est quoi un intellectuel au Cameroun? À quoi sert-il? Car nous autres jeunes, nous sommes déçus de voir des aînés encourager cela. L'Afrique est le seul continent qui demeure esclave depuis des siècles. Les peuples occidentaux n'ont jamais rien réalisé pour l'Afrique, car l'Afrique est toujours trahie par les Africains. Il y a les meurtres de Noirs chaque jour aux USA, le racisme bat son plein là-bas. Soyons sérieux, retrouvons nos valeurs, arrêtons l'esclavage colonial. Bonne soirée et beaucoup de courage à Madame Deseka. Bon. Madame Langa, vous faites réagir. Bonsoir le panel et bonne année à tous. Monsieur Margav, comment voulez-vous qu'on respecte nos chefs d'État quand eux-mêmes refusent de se respecter, quand certains se pavoisent qu'ils sont les meilleurs élèves de la France, les marionnettes du néocolonialisme? Nous saluons le renouveau avec l'AS. Abednego de Yomabang a réagi. Une autre réaction très rapidement. Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, je voudrais savoir pourquoi c'est toujours Trump qui bombarde partout, surtout les petits États. Peut-il le faire en Russie, en Chine, Angleterre ou France? Ils ont fait ce que... c'est une question rhétorique. On va s'arrêter là pour ce qui est justement de cette problématique et revenir là parler aux Africains, puisque nous allons parler justement de culture africaine. Puisqu'il faut être dans le monde, puisqu'il faut parler au monde, parlons donc aux Africains, parlons-leur et leur culture. Tout de suite. Parlons à présent de culture, parlons de justement ce qui est de l'ADN de l'Afrique. L'Afrique peut-elle se développer sans sa culture, ou alors peut-elle aller devant l'impérialisme avec cette culture? On va justement, en ce début d'année 2026, essayer de mettre l'église au centre du village. Au centre du village. Et on va justement parler d'une initiative qui justement met en avant la culture africaine. On parle là des Ekang. Madame Elanga
Alors, le festival, ou alors le mouvement, je ne sais pas comment on va l'appeler, Ekambese America, c'est-à-dire tous les Ekans d'Amérique. Comment est-ce que ça se passe? Combien d'éditions? Est-ce qu'on peut savoir véritablement de quoi est-ce qu'il en est question? Lorsqu'on dit Ekambese, c'est uniquement les Ekans. Qu'est-ce qui se cache derrière ce logiciel, Madame Elanga? Alors, il s'agit de Ekambese America, en abrégé EBIA. C'est une organisation qui réunit des Ekans d'Amérique du Nord et du Mexique. L'idée, comme je l'ai dit précédemment, est venue de la volonté des enfants, des fils Ekans vivant aux États-Unis, qui, avec la mouvance actuelle où justement on parlait des blocs, des peuples qui se rassemblent pour être plus forts, nous avons pensé qu'il fallait aussi qu'on fasse quelque chose qui nous concerne. Alors, d'où la création de ce mouvement Ekambese America. Et vous allez entendre EBIA de temps en temps, c'est le sigle. Est-ce que vous prononcez bien? Parce que je crois que là, nous la prononciation. Ekambese America. Voilà. Ekambese America. Et en abrégé EBIA. Et là, nous avons au sein de l'organisation une activité phare que nous dénommons CECA, c'est-à-dire Congrès des Ekans d'Amérique. Et chaque année, au mois d'août, nous nous retrouvons à un lieu dans un état précis. Et voilà, nous avons pour objectif de promouvoir la culture Ekan. Justement, on s'arrête à ce niveau, puisque la question qui va arriver, je le sais, quelle est la culture d'un Ekan? C'est quoi un Ekan? Puisque nous sommes à Ouro-Afrique et nous faisons parler les peuples africains. Qu'est-ce qu'un Ekan, Madame Elanga? Lorsque on se promène à New York, où vous êtes, en quoi est-ce qu'on pourrait reconnaître un Ekan? Puisque moi j'ai pas vu des gens porter des pots de banane là-bas, on s'habille en costume. En quoi est-ce que moi je peux distinguer un Ekan d'un citoyen de New York ou d'un citoyen français? Qu'est-ce qui se cache? Quelle est l'essence culturelle d'un Ekan que vous, à travers Ekambese America, mettez en avant? Je vais commencer par une petite anecdote, parce que là c'est tout récent là. Nous étions en train de lancer de manière officielle le CECA et nous avons pensé qu'il fallait aller au grand public à New York, et je ne vous dis pas que c'était merveilleux. Nous avons mis nos costumes traditionnels et on est sorti, on allait en plein centre-ville de New York. Quand on dit Times Square, à ce moment vous savez que vous étiez à New York. Donc on a abordé nos costumes traditionnels et il faisait froid, hein. Mais ça nous a attiré beaucoup de sympathie, des gens qui venaient contempler et ils profitaient pour poser des questions. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes d'où? Et voilà, on a contribué à promouvoir notre culture. Les gens nous ont découvert. On a même eu des personnes qui venaient faire des photos avec nous parce que c'était beau, l'accoutrement. Donc, voilà ce que nous faisons. Et il faudrait bien qu'on sorte pour se faire connaître. Oui. Comme quelqu'un disait, que tant que les histoires de chasse ne seront racontées que par les chasseurs, voilà, nous devons faire notre promotion. C'est nous-mêmes qui devons promouvoir notre culture. Promotion des Ekans sur Ouro-Africa avec Ekambese America. Nous, on fait parler de culture. Alors, Jean de Dieu Vouna, je vous vois attentif. Est-ce que l'Afrique peut se développer sans sa culture? C'est la question. Nous avons des Ekans qui essayent de se vendre du côté de New York. Nous avons d'autres cultures. Mais dans la mondialisation, qui est le substrat qui irrigue les rapports entre les peuples aujourd'hui, est-ce que l'Afrique a quelque chose à offrir? Je crois que la thématique me pose un problème. Est-ce que l'Afrique peut se développer sans sa culture? L'Afrique n'a pas une culture, l'Afrique a des cultures. C'est une question plurielle. Une question plurielle parce que lorsque vous parlez par exemple sur ce plateau des Ekans, moi j'appartiens à la grande communauté qui est définie aujourd'hui comme étant les Ekans, et je suis un Bénin. Mon grand-père m'a appris que l'Ekan était la grande loge spirituelle, donc la grande religion. Ce n'est pas forcément ce qui rassemblait les peuples
du Cameroun. De la forêt non, quand on dit la forêt, l'Est aussi, c'est la forêt, je veux dire, du centre, sud, jusqu'au niveau du Gabon, Guinée équatoriale, Sao Tomé et autres. Et ce que j'ai appris que les camps, c'est la capacité d'un homme de cette grande communauté-là à être initié dans la grande loge, la grande spiritualité qui engage ces différentes communautés parce qu'elles sont plusieurs en interne. Donc, est-ce que moi, Jean de Dieu Evouna, je suis un écan en termes original et originel? Je pense que non, parce que je n'ai pas été initié à la grande spiritualité mais par exemple, moi j'ai vu dans mon village ici en Kolingem des pères, c'est-à-dire je vois un père, il joue en vête et pendant qu'ils jouent, ils sont en train de jouer, un d'entre eux tombe, il pourrit, il meurt et pendant qu'il meurt, il revient à la vie. Je vous dis, non, je vous parle. C'est la culture, non. Nous y sommes avant que le doigt ne prenne, parce qu'il faut que les gens comprennent de quoi il est question. Moi, j'ai vu chez moi, c'est-à-dire la nuit tombée, des gens marchaient sur le feu, dansaient, mangeaient du feu et le dingo, danser le verre. Par exemple, quand il buvait de l'eau, il peut boire 50, 100 litres d'eau. Et c'est nous qui allons uriner, c'est ceux qui regardent qui vont faire des urines. Et lui, il est là toute la journée jusqu'à l'aube et autres. Est-ce que donc, moi et vous, agent de Dieu, je suis un écan, peut-être par communauté, par alliance communautaire et originelle, mais est-ce que je suis un initié? Non. On va... Permettez que je chute. Il faut qu'on comprenne et qu'on essaie, parce que quand le doigt il va parler de religion. C'est donc la grande religion. Non, je sais. C'est donc la grande religion. Est-ce que cette grande religion, cette grande spiritualité, savent se promouvoir et se projeter sur le plan civilisationnel, à influencer, à coloniser, à impérialiser, c'est-à-dire être impérialiste? Nous en sommes là? Non, je pense que non. Pourquoi? Parce que ces grandes loges de la spiritualité restent communautaires, extra-communautaires, c'est-à-dire n'intègrent pas ce qu'on appelle dans la spiritualité le principe de l'adoption. Par exemple, est-ce qu'un Africain peut être bouddhiste? Oui. Est-ce qu'un Africain peut être... C'est la culture d'un Africain, le bouddhisme? Non, dans la spiritualité, écoutez un peu, je suis en train de parler de ce que je maîtrise mieux. C'est-à-dire, la géopolitique peut me dépasser, mais pas la spiritualité. Je le répète, je parle de ce que je maîtrise plus. Le principe dans la spiritualité veut que, pour que vous puissiez influencer les autres, qu'il y ait ce qu'on appelle le principe de l'adoption. Pour que l'Américain se sente étant, il faut qu'il y ait un principe d'adoption. Mais si ça reste sur le plan purement culturel de vendre le boom, ça n'influencera personne. Merci Jean de Dieu. Madame Elanga, Jean de Dieu a dit quelque chose de particulier, que les camps pouvaient être au Gabon, ils pouvaient être en Guinée équatoriale. Est-ce que dans les camps de America, il y a justement cette intégration-là? Est-ce qu'il y a des étangs du Gabon, de Guinée équatoriale qui viennent lorsque vous rejoignez et lorsque vous faites des parades du côté de New York? C'est en fait ça notre objectif. Nous restons ouverts à toutes les communautés et camps. Nous avons, à la première édition qui s'est tenue au Texas, à Houston, au Texas, nous avons une artiste phare, elle était gabonaise. Donc, nous restons ouverts à toutes les communautés parce que nous savons que on peut retrouver des camps au Cameroun, en Guinée, au Gabon et partout. Donc, le mouvement reste ouvert. Ils viennent, ils sollicitent. L'année dernière, malheureusement, un autre artiste n'a pas pu faire le voyage, mais il était invité. Donc, les billets restent ouverts à toute la communauté camp. Merci. Alors, je prends l'avis de Jean-Moïse Mbok. Alors, cette Afrique-là, qui a en son sein les étangs, les Mbok, tous ces regroupements ésotériques, parfois, qui font un peur. Parce que lorsque Jean de Dieu dit que des gens boivent 100 litres d'eau, on est dans le surnaturel. Est-ce que, justement, lorsque l'on va vers les autres, dans le grand concept de mondialisation aujourd'hui, est-ce qu'on peut, nous, Africains, se développer avec ces logiciels, alors que d'autres fabriquent
des télévisions, des voitures, nous on boit de l'eau, on marche sur du feu. Est-ce que le monde aujourd'hui, ce fragment culturel africain a son mot à dire? Oui, il a son mot à dire s'il est orienté de manière responsable. Ouais. Parce qu'il a parlé des cultures, je suis d'accord avec lui. Il y a une multiplicité, mais il faut déjà commencer à la base. À la base, c'est simplement, quand on parle de culture, on parle d'un ensemble de traits distinctifs, matériels et immatériels. Parce que c'est là que le spirituel entre en compte. Mais il y a d'abord le volet matériel. Parce que si on ne construit pas ça, les gens tombent directement dans l'immatériel et c'est là qu'ils sont perdus. Parce que vous allez voir que chez les autres, il y a un construit culturel jusqu'au développement. Oui. C'est ça l'immatériel. Parce que l'architecture, c'est l'immatériel. Oui. On s'assied, on réfléchit, on se projette. C'est spirituel même. Faire un avion, c'est spirituel. C'est l'immatériel. Donc c'est un construit. Mais ça commence par un ensemble de traits distinctifs avec des indicateurs. En Afrique, par exemple, c'est le mode vestimentaire, c'est le mode alimentaire, c'est la façon de danser. Il y a des indicateurs qui distinguent chaque culture et lui donnent une particularité. Le but étant en fait de mettre une base sur laquelle on va construire. Comment est-ce qu'on transforme une culture qui est un ADN en outil de développement? Très bien, très bien. Alors, chez les Bassas, par exemple, dans la dynamique d'extension, dans nos zones, où non, dans la zone Bassa, je prends le centre, où c'est vraiment un mélange de forêt et à quelques endroits de savane, il fallait pouvoir y vivre, d'abord se protéger des hommes et des animaux. Donc, à ce moment, la culture commence par se regrouper, être ensemble, en termes de blocs. Et les veilles dans la nuit, c'était par famille. Parce qu'il fallait se protéger des lions, des animaux qui pouvaient venir attaquer. Et puis, dans la dynamique, on s'est dit, comment on se défend? On commence à réfléchir, sécurité, armement. Là, on part des lances, des arbrisseaux qui deviennent en fait des armes. Oui. Vous voyez que là, on rentre dans une dynamique. Et c'est là qu'on les pelait on faisait des flèches comme ça. Oui. Et après, il faut se nourrir. Dans le volet nutrition, on tend les pièges, on va à la chasse proprement dite, et ainsi de suite. Il faut se vêtir, on tombe dans les feuilles, et ainsi de suite. Donc, dans la dynamique, en fonction du leader, où il vous amène, selon les besoins, c'est comme ça qu'on finit par se développer, parce que même la question du logement rentre dans une dynamique de développement. Dans les maisons en terre, enfin, en bois, on n'est plus vulnérable que dans une maison en terre, parce que pour qu'un animal sauvage entre dans une maison en terre, c'est quand même compliqué. Vous voyez qu'il y a eu évolution. Donc, à ce niveau, tout va se jouer sur le leader, oui, sur sa dynamique, sa vision et sa volonté non seulement de protéger son peuple, mais d'apporter un plus au voisinage. Le plus peut donc être commercial, le plus peut être technologique, parce que c'est là que le volet culturel, musical là, entre en jeu. Il y a des gens qui savent faire des tam-tams, d'autres qui savent faire d'autres instruments. Ce n'est pas tout le monde qui sait tout faire. Mais c'est pour dire que si on prend le volet simple et on le construit naturellement, dans son biotope, déjà, on crée un développement. C'est quand on rentre en relation avec les autres que très souvent, l'intelligence est obligée de monter d'un cran pour pouvoir atteindre leur niveau, ou alors leur niveau va nous dominer. On voit très bien faire une conférence chez les Kangbese à côté de New York. On va en parler. Mathias Piccolo, je me tourne vers vous. Alors, ce qui est dit dans le construit, on est dans Lombok, on est dans les Ekang, c'est justement des cercles initiatiques qui permettaient d'avoir une certaine vision, une certaine capacité à construire, à se développer. Mais c'est à quel moment que nous, autres Africains, sommes restés en arrière face à cette culture occidentale qui nous a quasiment phagocyté? Vous donnez une mission aux Africains qu'ils cèdent eux-mêmes à être des Occidentaux. Votre débat n'a pas de valeur ici. On perd du temps. Si vous avez quelqu'un qui est parti de New York, au lieu de lui demander comment tu fais pour que tu sois reconnu comme un Kang à New York, on lui a posé la question. Attendez, sinon je n'aurais pas posé la question si vous avez posé la question. La notion de communauté culturelle est une notion d'identification. Ouais. Rien d'autre. Nous sommes dans l'imbrication aujourd'hui. On ne peut plus parler, l'arbalète, on a fait un piège, ça n'existe plus. Chaque peuple se bat aujourd'hui pour avoir une identité.
La chance avec les Ekans, c'est que c'est une communauté qui a une histoire commune. Toutes les civilisations construisent un narratif. J'ai entendu les gens dire, si on ne parle pas, c'est le narratif qui se transmet de génération en génération. Oui. Et les Ekans ont une culture orale. Yes. Ils ont une culture orale. Tout à l'heure, le docteur Mbok, j'avais peur qu'il ne nous parle de l'Occident. Il a dit les 5 choses qui permettent l'identification d'une communauté culturelle. Oui. Madame est habillée comme une Ekan. Vous êtes habillé comme un occidental. Vous ne pouvez pas parler de développement de cette dame. Vous ne pouvez pas, vous êtes folklore. Est-ce qu'elle est habillée comme La première chose pour que tu convainques quelqu'un que tu as une identité, c'est d'avoir une identité visuelle. Vous ne l'avez pas, vous le présentateur. Elle a ça. Donc elle a déjà fait un premier pas d'identification dans un monde imbriqué. Les Juifs ont choisi la civilisation spirituelle. Oui. Quand vous êtes à Paris, quand vous voyez quelqu'un habillé, vous savez que c'est un Juif. Oui. Même s'il est français. Oui. Vous savez que c'est un Juif. J'ai passé 2 mois à Salvador de Bahia. Leur identification là-bas est historicielle. Ils ont déjà tous les actants de modernité. Quand vous confondez avec le développement, ils ne peuvent plus se dire brésiliens parce qu'ils sont habillés comme les blancs. Ils ont dit qu'ils décidaient que la peau soit leur motif d'identification. C'est la seule chose qu'ils ne partagent pas avec les blancs. La peau noire. 100 ans, 300 après 100 ans d'imbrication, ne ramenez pas les gens à l'épithècatrion, la pierre noire. Il y a des choses dont tout le monde peut s'entendre. Les cheveux crépus, ma chère sœur, quand vous marchez dans les rues de New York, on voit les cheveux crépus. Vous êtes une digne fille. Ne cherchons pas à me dire, et c'est facile, c'est gratuit. Non. Il y a l'histoire des Ekans avec l'eau et la forêt, descendant du Nil. Vous avez donc remarqué que tous les idiomes qui s'adaptent en fonction des limites, il y en a qui sont restés à tel endroit, d'autres ont continué, Ils ont donc l'idiome langagier. Soit la manière de déterminer quelque chose que le blanc les a laissé comme qui signe. Oui. Hein? On dit qu'ils ont une même histoire. Oui. Soit alors une histoire qui a eu lieu dans leur village et quelqu'un est resté pour planter la civilisation. Il y a maintenant les danses, comme il a dit M. Mbok. Aux États-Unis, il y a une musique de libération qui était essentiellement consacrée aux Noirs. Et les Noirs, dans toutes les histoires au monde, sont africains. C'est le seul peuple que l'on détermine par rapport à un territoire précis. C'est une identité culturelle. Alors, donc quand le festival qu'ils font donc, rentre dans la promotion d'une revisitation de l'identité culturelle femme. Elle allait donc vous dire que lors de leur festival, il y a eu la danse, il y a eu le sani, il y a eu ceci, elle explique. Quand on transmet ça de génération en génération, quelqu'un peut se dire, lorsqu'il est dos au mur, parce que l'autre se bat pour que sa civilisation soit intacte, vous êtes donc capable de lui dire, dans le monde du donner et du recevoir, et la culture, la seule chose qui se partage. Nous faisons dans nos radios, dans nos télévisions, la promotion des valeurs musicales. On ne sait pas qu'on est en train d'enraciner la culture de l'autre dans notre vécu quotidien. Merci, Patriarche. Alors, Madame Elanga, justement, le prochain Congrès américain, vous avez dit c'est en août? Oui, le prochain congrès. Le congrès en août à New York. Oui, ce sera au mois d'août, du 5 au 9. Et celui-ci est tout à fait particulier pour abonder dans le même sens de la promotion. Nous avons pensé l'amener un peu à élever un peu le niveau, si on peut dire, utiliser l'expression. Nous pensons avoir une exposition des journées culturelles et économiques à l'ONU. Le dossier est encore en préparation. Oui. J'espère que nous allons obtenir l'espace. Donc, nous voulons porter la culture Ekan. Qu'est-ce que vous mettez en avant devant tous ces blancs? Très bonne question. Qui viendront regarder les Ekans. Quand on leur a dit que c'est des gens qui viennent de la forêt, vous allez mettre quoi en avant? Le tambour, les assiettes, la tenue? Justement, nous avons tout cet arsenal culturel-là que nous allons exposer. On a des groupes de danse, on a culturel, de l'autre côté aussi des artistes qui font vraiment essentiellement dans la culture, donc avec les tambours et tam-tam. Oui. Donc ce sera un peu comme une fête culturelle. En même temps que nous allons nous exprimer, on va vendre ces objets d'art. On a des artistes qui pourraient venir de partout dans le monde parce que ce sera un événement ouvert.
Et voilà, les danses. Nous avons lancé un appel d'offres pour que chacun qui veut venir s'exprimer, que ce soit ouvert à chacun. Merci. On pourrait avoir quelqu'un qui nous joue du petit Mvette là. Oui. Ou alors, c'est tout cela que nous voulons exposer au grand public. Alors, on est là justement dans l'exposition des savoirs. Chacun, voilà, sur la grande table de la mondialisation, met en avant ce qu'il a de meilleur. Est-ce que vous pensez que pour nous suffit, lorsqu'on voit l'avance que les autres semblent avoir pris dans la vie de tous les jours sur nous? Est-ce que nos tambours, nos tenues, notre langue, qui parfois peine à être même connue et valorisée par nos enfants, est-ce que vous pensez que notre construit suffit à nous asseoir sur la table de la mondialisation et à penser qu'on peut être développé avec cette culture-là? Non. Je suis d'accord. Le wax n'est pas écan. Il est hollandais, on le sait. Voilà. Comment le wax peut donc refléter la culture écan? Parce que lorsqu'on parle des questions communautaires, on a deux grands blocs. Le volet ethnonyme et le volet métaphysique ou spirituel. Si on reste dans le volet ethnonyme, écan, on sera obligé de définir, au risque de finir par buter. C'est quoi une ethnie? C'est une communauté humaine partageant les mêmes valeurs, la même histoire, les mêmes traditions. De ce point de vue, le grand bloc écan, qui regroupe les peuples Fambeti-Boulou, descendants du même ancêtre, et qui s'est disloqué par le phénomène des migrations, a des racines historiques, des racines anthropologiques, des racines linguistiques, des racines onomastiques. Vous allez trouver un Essomba dans le Mbam, vous allez trouver un Barga au Gabon, en Guinée équatoriale, en Guinée équatoriale, un Bazego. Au moment des États-Unis, lui, c'est le bon ce qu'il a dit. Même les liens géographiques. Oui. Parce que la géospatialité compte énormément. Vous allez donc trouver un Agoumé dans les Antilles, un Agoumé dans l'île de la Réunion, un Agoumé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire? Oui. Oui, bon, non, au Togo aussi, au Cap-Vert. Togo, Côte d'Ivoire, le phénomène n'est plus le même. Le phénomène n'est plus le même. Parce que les écans sont circonscrits de façon particulière dans la zone équatoriale Afrique centrale. Dès qu'on déborde l'équateur, on va trouver d'autres peuples qui ne sont pas écans. C'est ça le souci. Maintenant, lorsqu'on entre dans le volet métaphysique spirituel, les camps deviennent donc cette religion des initiés. Pourquoi? Parce que les camps, c'est un flux de savoir, un flux de valeurs, un flux de philosophie que l'on atteignait ou acquérait après avoir rempli un certain nombre d'étapes. Donc l'un des rites initiatiques, ou alors un rite révélateur de la fin de l'initiation, à part la circoncision à l'âge de 20 ans. 20 ans? Oui, est le Mvette. Oui. Alors, à ce niveau, Timothée, maintenant, puisqu'il nous reste très peu de temps, je préfère que vous réagissiez rapidement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le label, ou alors le logiciel est carré galvaudé? Parce que tout le monde dit qu'il est écan. Bon, vous dites que c'est un rite initiatique. Tout le monde au quartier dit que je suis écan, je suis écan. Est-ce qu'il y a eu confusion, tromperie sur le logiciel? Il n'y a pas de tromperie. L'écan, au départ, c'est une ethnie. Voilà, oui. Une grande avec son organisation, avec sa religion, mais avec sa religion. Oui, lorsque vous voyez l'Occident aujourd'hui qui libère l'enfant à 18 ans, vous pensez que l'Occident a copié ça chez nous? C'est le mode de vie écan qui, après la circoncision, libérait l'enfant. L'homme circoncis devait donc prendre épouse, fonder sa famille loin de son père. C'est comme ça qu'on aura les trois grands groupes Fambeti, Boulou, qui correspondent au nom de trois individus nés
d'une même branche. Le souci aujourd'hui, c'est que le phénomène ECAN, qui renaît de ses cendres, souffre d'un premier problème, le relent sociopolitique, pour ne pas dire politique. Qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. Qui ne nous intéresse pas. Ça veut dire quoi? Pour réussir la réconciliation avec l'originalité, il faut rentrer dans la spiritualité. Il faut d'abord qu'on rentre dans la spiritualité. Merci, M. Somba. Le temps est achevé. Je préfère que madame dise le mot de la fin. Je vais dire quelque chose à madame. Je vais dire quelque chose à madame. Madame, je voudrais dire, lorsque vous allez engager le congrès, n'oubliez pas la médecine traditionnelle ECAN. Parce que ne restez pas sur le plan culturel. Remettez au fond comment nos mamans soignaient et vous pouvez convoquer cela. C'est très important. C'est très important. Parce qu'il a ce temps de parole. En une seconde. S'il vous plaît. Tant que nous n'acceptons pas l'ECAN comme religion, la voie est brouillée. Voilà. On ne peut pas être catholique et dire c'est pas possible. Madame Elanga, le mot de la fin. Je pense vous avez dit en août, vous avez dit, on sait que vous êtes au Cameroun, donc il y a un déploiement qui se poursuit. Tout à fait. On va essayer de construire un plan avec le groupe La Météo pour justement vous accompagner dans la démarche stratégique, puisque vous voulez faire parler des camps du monde. Le groupe La Météo sera à vos côtés pour vous accompagner. Une fois que je l'ai dit, je vous donne 30 secondes, Jean-Moïse Mbon, puisque nous sortons et justement, ça c'était la première production de Ouro Africa. Alors, moi je vais simplement appeler nos dirigeants, surtout au ministère de la Culture, de faire un travail dans ce sens, de recenser nos différentes cultures, nos différentes traditions et les mettre en musique de manière à ce que demain, après-demain, des rencontres comme celle-ci, qu'on puisse d'office avoir un répertoire, à côté d'un répertoire, même du parrainage pour pouvoir effectivement évoluer. Peu importe les religions qui viennent de l'extérieur, quand on sait se constituer à l'intérieur, on gère mieux l'extérieur. Merci à vous, merci à toutes celles qui ont pris justement leur temps pour regarder ce qui était dit sur Ouro Africa. Je précise, et c'est pas dans secret que c'était la première production de l'année 2026. Je vais encore dire une belle, ou alors une chaleureuse, une bonne année à tous les peuples, que vous soyez Kang, que vous soyez dans l'Ombok, que vous soyez dans le Ngondo, que vous soyez dans l'Ongol, que vous soyez chez les Fon, chez les Lamido. Bonne et heureuse année 2026. Vous êtes sur où? Sur Info TV. Vous êtes sur justement Ouro Africa. Info TV, c'est la télévision de la proximité et du vivre ensemble. Bien au ensemble. Nyama